pour commencer, je voudrais commencer par une petite démonstration là-dessus. Ce que veut le monde contemporain, je ne parle même pas du monde moderne, parce qu'au fond, le monde contemporain, c'est un monde post-moderne. Moi, j'appelle ça modernité tardive, on peut dire un peu comme on veut. Mais c'est un monde qui est un petit peu différent du monde moderne en général, du monde moderne du 19e. Alors, que veut ce monde contemporain que nous avons sous les yeux? Eh bien, il veut l'universel sans le particulier. Et je pense que ça, c'est vraiment le premier point qui va nous permettre de comprendre pourquoi on voudrait absolument éduquer les enfants à une morale universelle, leur apporter une morale universelle. Ce qui est évidemment, j'ajoute dès le départ, ce qui est une idée très très répandue. Le nombre d'étudiants que j'ai eu dans ma carrière d'ailleurs brève, parce que j'ai commencé tard, que j'ai eu qui voulaient créer une morale universelle sur ordinateur, qui pensaient que c'était l'ordinateur lui-même qui allait créer la morale, ça se compte par dizaines, et à qui j'essaie d'expliquer que la morale, l'ordinateur ne crée pas une morale, il ne fait que recracher ce que nous mettons dedans. Mais c'était assez difficile d'expliquer, parce qu'ils pensaient qu'une machine pourrait créer quelque chose d'universel. Il y a donc là... ça continue d'ailleurs, il y a un désir chez les étudiants notamment de faire des recherches sur la morale universelle. Il y a quelque chose de très important dans l'esprit de nos contemporains. Donc la question c'est que nous voudrions l'universel sans le particulier, je vais essayer d'expliquer ça, mais en même temps, l'homme, quand je dis l'homme c'est l'humain, je ne suis pas une féministe canadienne, hein, l'homme c'est neutre, l'homme ne peut accéder à l'universel que s'il est d'abord et en même temps un particulier. Je crois que c'est là, au fond, notre problème, et c'est ça que je voudrais essayer de montrer. Alors, ce qu'on peut appeler le particulier, la part, la partie, la parcelle, prenons tous ces mots, c'est une part, donc, qui est à la fois commune avec d'autres, ou si vous préférez, partagée avec d'autres. Par exemple, je suis français, ou bien je suis allemand, ou bien je suis belge. Et c'est une part qui, à la fois, n'est commune qu'avec un certain nombre d'autres. Pas tous. Une partie seulement. Si je suis français, je ne suis pas allemand. Bien sûr, on peut être les deux, ça peut arriver dans certains cas rarissimes. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. De manière générale, si je suis français, je ne suis pas allemand, je ne suis pas chinois. Autrement dit, ma particularité ici d'être français, c'est un exemple parmi d'autres, n'est pas une singularité. Parce que, au fond, il y a d'autres Français que moi. Si c'était une singularité, ça signifierait que ce serait absolument singulier et originel. Et original. Donc, ma particularité d'être français n'est pas une singularité, puisqu'il y a d'autres Français, et ma particularité d'être français n'est pas universelle, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas français. Autrement dit, la particularité, ce n'est ni le singulier, ni l'universel. Qu'est-ce que c'est que la particularité, qui est, au fond, notre ennemi principal? Notre ennemi principal. C'est comme ça qu'on peut expliquer beaucoup de choses, je crois. La particularité, c'est ce qui traduit, c'est l'un des aspects importants, qui traduit la finitude humaine. Le fait que nous sommes incomplets. L'incomplétude, comme diraient certains physiciens, philosophes, théologiens d'aujourd'hui. L'incomplétude, c'est-à-dire que nous ne sommes pas autosuffisants. Le besoin de l'autre, quelque chose qui traduit notre insuffisance. Ça, je pense que ce n'est pas la peine de faire un dessin, c'est facile à comprendre pour tous. Mais au-delà du fait que nous avons tous besoin de l'autre et des autres, naturellement, au-delà de ça, nous pensons que chacun d'entre nous est singulier. Ça, c'est notre culture. Hein. Chacun d'entre nous est singulier au sens où il exprime une alchimie mystérieuse et qui est, pour ainsi dire, inconnue de tous les facteurs qui se retrouvent ailleurs. Même si vous avez deux jumeaux homozygotes, qui au fond, lorsqu'ils sont dans deux berceaux, ressemblent à une même figurine de l'autre côté du miroir, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, au bout d'une heure de vie,
ils ne seront déjà plus les mêmes. Pourquoi? Parce que la culture ne les a pas mis dans le même espace, ne leur a pas donné le biberon exactement au même moment. Et finalement, la culture va les séparer. Au fond, dès qu'ils auront quelques années, vous repérerez très facilement que même s'ils se ressemblent au point qu'on ne les repère pas, ou que les étrangers ne les repèrent pas, eh bien, ils sont déjà singuliers. Donc, nous sommes singuliers, c'est une alchimie mystérieuse, mais un homme qui n'aurait pas de particularité ne serait pas davantage singulier. C'est ça que notre contemporain ne parvient pas souvent à comprendre. Un homme qui n'aurait pas de particularité serait vide. Ce qui évidemment n'est pas pareil. C'est-à-dire que notre singularité est faite d'un certain nombre de particularités qui ne sont pas spécialement additionnées, mais qui s'augmentent les unes aux autres ou qui s'additionnent les unes dans les autres, qui en plus fomentent une espèce d'alchimie qui ne ressemble qu'à nous. Donc, un homme, par exemple, et ça, je vous cite un cas tout à fait qu'on trouve de façon générale aujourd'hui, un homme qui réclame de n'avoir aucune nationalité pour se singulariser davantage. J'en connais plein, parmi les philosophes, il y en a beaucoup. Je suis le citoyen du laguerre, voilà, c'est ce qu'on entend chez Jean-Luc Nancy, chez Alain Badiou. Je suis le citoyen du laguerre, c'est-à-dire je n'ai pas de nationalité, je suis un homme sans passeport, même sans passeport, même un homme sans passeport, même sans passeport d'enseigne, vous voyez, même pas ça. Je suis absolument de nulle part, je ne suis de rien ni de personne, et n'ayant par exemple aucune nationalité, eh bien, je vais, soi-disant, me singulariser davantage. Ça ne marche pas comme ça. Pour essayer de ne pas me dissoudre dans un groupe, parce que j'ai peur de la nationalité, qui d'une certaine manière me domine et me dissout, eh bien, je préfère ne pas en avoir. Et du même coup, sans m'en rendre compte, je vais perdre aussi ma singularité. Si vous préférez, on peut dire les choses autrement, je ne suis pas singulier parce que je n'appartiens à aucune nationalité. Au contraire, je suis singulier par ma manière inimitable d'être français ou d'être allemand ou d'être chinois, ce qui est évidemment très différent. Et si je ne suis rien du tout de tout cela, eh bien, je ne suis tout simplement rien. Autrement dit, ma singularité, c'est la déclinaison d'un contenu que je n'invente pas, mais que je partage avec un groupe et que je vais ensuite décliner de façon personnelle. Alors, les sujets des utopies et des totalitarismes, ça revient en général d'ailleurs au même, parce que si vous lisez les textes de Zamiatin, d'Orwell ou d'Huxley, vous trouvez tout de suite les totalitarismes du XXe siècle. Ces sujets, comme vous savez, sont défaits de leur nom propre. Et à la place, ils reçoivent des numéros. Manière de nier leur appartenance au groupe particulier. Pourquoi? Parce que les groupes particuliers sont des groupes qui stigmatisent et qui séparent. C'est-à-dire qui stigmatisent les Français. Donc ça stigmatise par rapport aux Allemands, aux Européens, aux Chinois, à tout ce que vous voudrez, et qui forcément séparent. Et c'est pour ça qu'on veut s'en séparer, qu'on veut, sans faire de jeu de mots, qu'on veut s'en libérer d'une certaine manière, au fond. Les sociétés postmodernes, elles aussi, comme d'ailleurs les sociétés totalitaires, et ce n'est pas leur seule ressemblance, considèrent que les appartenances au groupe sont des stigmatisations. Et vous pouvez le repérer lorsque vous lisez le journal tous les matins. Des stigmatisations. Le fait de dire, vous ne pouvez plus maintenant, vous ne pouvez plus dire les Français, les Arabes, vous ne pouvez plus dire ça. Parce que c'est une stigmatisation du particulier, de la particularité. C'est pourquoi on essaye d'en minimiser l'affichage le plus possible, voire même de le faire disparaître. C'est pour ça qu'on vous parle d'effacer les indications d'origine sur les curriculums vitae, de proposer d'effacer, tout récemment, effacer l'adresse sur les curriculums vitae, parce que c'est déjà une particularisation, donc une stigmatisation, donc une oppression. Et il est évident que le fait de proposer d'effacer dans les écoles la différenciation sexuelle, c'est du même tabac. C'est la même histoire, puisque finalement toute appartenance à une particularité est finalement considérée comme une stigmatisation. Ou si vous préférez, toute différence apparaît comme une discrimination, le mot discrimination étant devenu un gros mot. Alors, au XIXe siècle, il ne l'était pas.
Alors, l'individu moderne voudrait donc quitter sa particularité pour afficher directement l'universel. Alors, je viens de vous parler du singulier, mais voyons pour l'universel. Ça va être finalement assez semblable. Donc, il voudrait quitter sa particularité pour afficher directement l'universel. Par exemple, être un humain et non pas un homme ou une femme. Être un citoyen du monde et non pas un citoyen français. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, vous entendez ça toute la journée. Seulement, le problème, c'est que l'universel est abstrait, au sens... je vais voir plus loin, vous montrer plus loin que ça va plus loin que ça. Mais l'universel n'existe tout simplement pas, en tout cas sur notre Terre, dans notre monde sublunaire, si on veut prendre des expressions aristotéliciennes. C'est-à-dire que croire que nous pourrions accéder, nous autres, directement à l'universel, eh bien, c'est une fiction des utopies, des totalitarismes, et c'est aussi une fiction de notre modernité tardive. Les communistes pensaient qu'ils avaient trouvé le moyen de vivre, non pas comme des bourgeois ou comme des prolétaires, mais de façon purement humaine. C'est absurde. Nos élites s'imaginent que les écoles pourraient enseigner aux enfants une morale universelle directement, sans passer par les cultures particulières. Eh bien, je pense que c'est tout autant une sottise, qui consiste précisément, au fond, à désinscrire. Car le mot d'ordre dans toute cette affaire, c'est de désinscrire, sortir de la particularité où l'on est inscrit. Et là, vous me donnez combien de temps, en fait ? Vous avez jusqu'à 15h15. D'accord, merci. Alors, si je prends la chose de façon beaucoup plus quotidienne, vous voyez, je trouve ceci. Voilà un père ou une mère de famille qui se pose la question suivante. Est-ce que je ne pourrais pas par hasard transmettre la forme sans le contenu, ce qui serait quand même tellement mieux ? Apprendre à l'enfant l'esprit critique, le jugement, la tolérance, lui apprendre à être libre, pour que plus tard il puisse donner un sens à cette liberté, que plus tard il donne un contenu à cette forme. La question est qu'on ne peut pas apprendre à juger sans porter aucun jugement. On ne peut pas apprendre la tolérance sans se connaître un adversaire difficile à tolérer. On ne peut pas savoir ce qu'est une religion si on n'apprend pas à croire. De même que personne ne pourrait acquérir une espèce de connaissance intellectuelle de l'amour sans aimer d'abord son père, sa mère, ses frères et sœurs et ceux qui sont autour de lui. Je veux dire que nous ne pouvons pas transmettre la forme sans un contenu. Je dis bien un contenu, parce qu'il sera toujours particulier, bien sûr. Nous ne pouvons pas transmettre la question toute seule, sans une réponse, sans proposer au moins une réponse. Bien sûr, plus tard, l'enfant pourra abandonner les réponses que je lui ai données, abandonner les convictions morales, pour se tourner vers d'autres. Mais il ne le pourra que s'il a d'abord été éduqué au sein d'un contenu particulier, de convictions morales particulières, par lesquelles il apprend, pour la morale, la relation et l'altérité. Autrement dit, nous sommes bien tous convaincus que l'enfant doit être libre. C'est de toute façon notre religion qui nous le dit. Nous n'avons à la limite pas le choix, à la mesure où nous sommes immergés dans cette culture. Mais on ne pourra rendre l'enfant libre concrètement. On ne pourra pas le rendre libre concrètement sinon si nous cessons de lui transmettre des croyances parce qu'elles pourraient l'aliéner. Parce que c'est ça, au fond, le problème. Ces croyances pourraient l'aliéner, donc on ne lui transmet pas. On le rendra libre, au contraire, en lui transmettant des croyances et en même temps l'esprit critique pour les examiner par lui-même, quand le temps sera venu. Évidemment, c'est un exercice de haute voltige. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, que ça n'est pas faisable et que ça n'est pas la meilleure affaire. Tout cela parce que nous sommes des êtres incarnés. C'est-à-dire que tout ce que nous apprenons doit s'incarner dans une particularité où l'enfant va faire ses armes. Et pour reprendre l'exemple précédent, eh bien, il ne va apprendre à aimer qu'à travers cet amour particulier qu'il porte à ses parents. Et c'est dans cette première relation qu'il aperçoit à quel point l'amour peut être à la fois glorieux, souffrant, généreux et oppressif. Tout ça ensemble. C'est donc une utopie que de vouloir éduquer l'enfant universellement libre, infiniment libre, parce qu'infiniment vide. C'est l'histoire de la colombe de Kant.
Mais disent les gens qui sont en bas, si cette colombe volait dans le vide, elle volerait tellement plus vite. Eh bien non, si elle volait dans le vide, elle tomberait comme un fer à repasser. Parce que précisément, c'est l'air qui lui permet d'avancer. Eh bien là, c'est finalement la même histoire. C'est-à-dire que dès l'origine, la liberté doit se désigner des références et des responsabilités pour exister. La liberté n'est pas la possibilité de choisir n'importe quoi, mais de choisir des référents dont on est responsable, dont on va être responsable, ce qui est évidemment très différent. Donc l'enfant ne va pas apprendre la liberté d'abord pour pouvoir ensuite s'en servir, mais il va apprendre à s'en servir en même temps qu'il l'apprend, et de façon évidemment maladroite. Il va apprendre la liberté en éprouvant à quel point la responsabilité est quelque chose de difficile. Et s'il en va ainsi, c'est parce que l'être humain est un être de culture, c'est-à-dire que, c'est ça qui le distingue de l'animal, la culture est un ensemble de réponses qui évidemment sont toujours imparfaites et toujours particulières, c'est pour ça que nous sommes plongés dans le particulier, de réponses aux questions qui se posent à cet animal nommé homme. Et les questions sont toujours les mêmes, mais les réponses culturelles sont toutes différentes. La question des fins dernières, à savoir pourquoi suis-je mortel et pourquoi est-ce que je veux être immortel, est toujours la même partout. Vous pouvez aller dans n'importe quelle culture, vous allez la trouver la même question. Ou la question posée par l'apôtre, pourquoi est-ce que je veux le bien, je fais le mal, vous allez la trouver dans toutes les cultures. Mais simplement, les réponses vont être différentes, parce que les cultures sont différentes. Et chaque culture va former un monde dans lequel il y aura les réponses morales, les réponses religieuses, les réponses économiques, politiques, etc. On peut dire que les hommes appartiennent tous à la même espèce parce qu'ils posent tous les mêmes questions, mais ils appartiennent tous à des cultures différentes parce qu'ils donnent tous des réponses différentes. Et ce qui se transmet, ce sont ces réponses culturelles. On ne peut pas les biffer, on ne peut pas les annuler pour pouvoir mieux devenir des anges. Ça ne marche pas. Dans sa description du progrès de l'humanité, Condorcet, dans son esquisse, prédisait que nous allons abandonner la civilisation missionnaire honteuse pour installer partout des comptoirs d'où nous pourrons répandre les lumières, c'est-à-dire une morale universelle, chez les autres peuples. Autrement dit, il pensait que les lumières pourraient se déployer sans opprimer. On ne déploierait que la forme. C'est-à-dire qu'il y avait là l'illusion, au fond, d'un bien pur, un bien objectif. Illusion qui habite toutes les idéologies. Il est normal que nous ayons la tentation de cette illusion. L'illusion de la colonisation au XIXe siècle est la prémisse, je pense, de l'illusion de la morale universelle de Péon. C'est au fond un peu la même histoire, je crois. Pendant la saison des Lumières, il se produit ceci, l'universel paulinien, il n'y a ni juifs, ni non-juifs, ni hommes, ni femmes, etc. Tous sont égaux sous le regard de Dieu. Sous le regard de Dieu, ils ne sont pas égaux parce qu'ils sont tous aussi intelligents, cultivés, etc. Ils sont égaux sous le regard de Dieu, ce qui est évidemment différent. Eh bien, cet universel paulinien, au moment des Lumières, va cesser d'être une espérance de réalisation, pour devenir un programme. Voilà la différence entre l'espérance et le programme. Il va donc falloir réaliser ça dans l'espoir humain, dans l'histoire humaine, pardon. Et évidemment, le plus vite possible, d'où la terreur. Cet universel va devenir à la fois, comme programme, il va devenir à la fois impatient et immanent. Ça va ensemble. Il devient immanent parce qu'il, pour ainsi dire, il tombe sur la terre. Et il devient impatient parce que comme il est sur la terre, il faut le réaliser très vite. Si j'ouvre un journal le matin, n'importe lequel, je vais tomber sur le grand discours, sur les tabous qu'il faut supprimer, les tabous qui restent ou les inégalités qui restent, ce qui évidemment, moi, me fait rouler par terre de rire, parce que je trouve ça tellement grotesque. Qu'est-ce que ça veut dire, les inégalités qui restent? Comme si nous étions sur une espèce de ligne où il faudrait, pour bientôt et pour toujours, abolir toutes les inégalités. Bon, ça s'appelle l'impatience du programme.
C'est ainsi qu'on était parti sur une Europe universelle par nature. On trouve ça depuis Kant, Hegel, Husserl, Patočka, enfin, je n'en cite que quelques-uns, mais dans ses réflexions sur l'anthropologie, Kant disait que l'Europe était le lieu de réalisation de la raison et qu'un jour ou l'autre, elle donnerait ses lois à toutes les autres cultures. Ce qui me paraît, à moi en tout cas, très vaniteux. Des gens comme Fichte, comme Hegel, comme Schelling pensaient que la culture européenne traduit l'universel humain, comme si nous étions une culture qui a directement accès à l'universel. Comme si, et ils le disent d'ailleurs, la particularité de l'Europe, c'était l'humanisme universel. Vous voyez quand même l'origine de la morale universelle de Peyon. Elle n'est pas née là juste entre les bras d'un gouvernement. C'est quelque chose d'assez ancien finalement. Ça signifierait que l'Europe n'a pas d'identité particulière. Désinscrire toujours, désinscrire. Notre identité, je ne pense pas qu'elle réside dans l'universel des droits de l'homme. Elle réside dans la croyance en un universel. C'est pas pareil. C'est-à-dire que l'universel comme programme, il veut être objectif, et pour ça, il veut être scientifique. Et par conséquent, il va être justifié à s'imposer partout, sans discussion. Parce qu'en science, il n'y a pas de tolérance. Tandis que notre universel n'est pas un programme, il est une promesse. Évidemment, ce n'est pas pareil. L'universel comme promesse ne croit pas qu'il sait, mais il sait qu'il croit. Il sait qu'il est dans la croyance. Il ne s'imagine pas être une science. Et par conséquent, cet universel comme promesse, il sait qu'il lui faut convaincre par le témoignage et sans impatience. Il n'est pas là à attendre d'avoir enfin dynamité les inégalités qui restent. Non, il n'est pas là-dedans. Pour voir comment fonctionne, entre guillemets, cet universel, il faut lire Las Casas. Donc, nous ne sommes pas l'universel dans cette idée-là. Nous sommes les messagers d'une croyance ou de l'attente d'une promesse. Et cette promesse, c'est un humanisme d'égalité et de royauté. C'est-à-dire, l'homme n'est pas un dieu, il est un roi. L'ontologie de la dignité égale, l'ontologie paulinienne, elle vaut pour tous les hommes. C'est pourquoi, d'ailleurs, on justifie l'universalisme. Mais cette ontologie n'est pas, pour l'instant, inscrite. Elle n'est inscrite que dans les soubassements et les mythes originels de la culture occidentale. C'est la loi naturelle, on en parlait tout à l'heure, la morale naturelle sont sans texte. Je sais qu'il y a probablement des discussions à ce sujet. Je pense que c'est une loi et une morale qui sont par définition sans texte, c'est-à-dire qui ne sont pas écrits ou écrites. Si l'universel est une promesse, il n'est pas une conquête. C'est pas comme le Graal, vous voyez, qu'il faut un jour trouver. C'est quelque chose que nous ne réaliserons jamais complètement. Nous pouvons le chercher et puis en réaliser des petites bribes. Nous ne pouvons surtout pas l'imposer. Parce que le monde est plein de diversité, de particularités, précisément, par lesquelles on passe pour exister, tout simplement. Nous pouvons seulement témoigner de cet universel. Témoigner, ça veut dire engager la vérité, gager la vérité de cet universel par notre propre existence. Ça veut dire mettre sa propre existence sur la table du jeu. C'est ça, témoigner au fond. Dire c'est moi que j'engage. Il n'y a que comme ça que ça marche. Entre nous, parler, ça ne sert absolument à rien. Et puis on l'a trop fait. L'universel, c'est une espérance de l'espèce introuvable, au sens où Héraclite disait que celui qui n'espère pas n'atteindra pas l'inespérable. C'est quelque chose comme ça. Alors, l'erreur qui consiste à croire qu'on peut approcher une morale universelle et qu'on peut surtout apporter une morale universelle est analogue à l'erreur de la justice internationale. Pourquoi ? Parce qu'aucun universel ne ressemble à une loi positive. Nous ne pouvons ni connaître entièrement le bien avec un grand B, ni réaliser pleinement le bien.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est reconnaître un événement objectivement mauvais dans les situations extrêmes, ou peut-être un événement objectivement bon dans les situations extrêmes. Mais un universel positif qui désigne le bien, ça demeure toujours insuffisant. Je veux dire que nous ne pouvons saisir aucune totalité. Nous saisissons des lueurs, des échos, des bribes, des morceaux d'un bien total qui reste un objet de promesse, un objet de foi. C'est pourquoi l'universel des droits de l'homme n'est pas un résultat tangible, n'est pas l'image d'une situation concrète qu'on peut réaliser dans telle ou telle société. C'est quelque chose d'inachevé qui s'inscrit comme une promesse, qui est le lieu d'une attente ou l'objet d'un espoir ou d'une espérance. C'est quelque chose qui est toujours à reprendre et à réinventer, parce que nous sommes des créatures métamorphiques. Donc, réaliser, je mets le mot en italique, réaliser les droits de l'homme par une action d'éclat, nous ne le pouvons pas, bien vaniteux celui qui le croit. Dire l'universel des droits de l'homme, c'est de la vanité, de le penser qu'on peut le faire. L'universel, pour nous, c'est un sens, c'est une voie qui est ouverte vers le bien, auquel nous ne pouvons pas véritablement identifier nos actes. Je dirais que la promesse de l'universel énonce la transcendance de l'homme face à la nature. Ou, si vous préférez, la promesse de l'universel peut nous permettre de dire qui sommes-nous comme otages de ce bien qui est inattrapable et indescriptible. C'est ainsi qu'on pose la dignité intrinsèque de l'homme. L'universel, c'est un horizon, ça s'énonce comme un horizon qui est toujours à définir, qui est toujours à accomplir. C'est un idéal terrestre et qu'on peut dire aussi céleste. Ça, tout dépend de la foi qu'on peut avoir, mais je pense que même sans la foi, on peut aussi penser ainsi. Et l'espoir de cet accomplissement nous confirme que nous sommes dans une histoire en attente, dans une histoire montante qui n'est pas cyclique. Cette histoire est culturellement la nôtre. Nous sommes dans un temps fléché. Alors, il me semble que quand on parle de l'universel, il y a déjà une idée de transcendance, une prise de hauteur en tout cas. Et donc, on essaye d'évoquer un bien qui conviendrait à tous les hommes. C'est un grand risque, forcément. Je crois que ce regard vertical ne peut s'assumer que par une espèce de mélancolie terrestre que l'on éprouve entre la béance, quand on voit la béance entre l'universel et sa réalisation. Et si nous ne sommes pas là à regarder cette béance, c'est que vraiment nous n'avons rien compris, je crois. Le seul universel qui ne tombe pas dans la tentation du fanatisme, c'est celui qui reste constamment à sa place. C'est-à-dire qui se contente de son statut de promesse, qui reste objet d'espoir, qui reste ligne d'horizon, si vous voulez. Et sans cette distance, je crois que l'universel devient toujours, une fois ou l'autre, terroriste. Il y a de multiples manières d'être terroriste. Autrement dit, et je termine là, et il y a une chose que l'éducation nationale et que notre ministre ne sait pas, c'est que la place de l'absolu est imprenable. Je vous remercie.